Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler du Dauphiné libéré. On va revenir sur la première étape qui s'est déroulée hier, parce que j'enregistre il est 10h35. Nous sommes lundi. Juste pour vous rappeler que pendant cette semaine, on aura le débrief du Giro qui arrive avec beaucoup de retard. Mais ça sera à partir de mercredi, jeudi, je pense, le débrief du Giro. Puis il y aura la Formule 1. On va débriefer Espagne, Monaco, et pour la MotoGP, pareil. On fera un débrief en fait de la première partie de saison de Formule 1, de la première partie de saison de moto. Puis je pense qu'on fera pareil également en F2, en F3, parce qu'on n'a pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps de faire tout ça en temps et en heure. Et puis il y aura, on commencera l'athlétisme aussi, on va essayer, parce que là on a déjà pris pas mal de retard avec la Ligue de Diamant. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. On commence tout de suite avec cette étape du Dauphiné libéré. Ça n'a pas été le sprint de l'année, mais comme souvent sur le Dauphiné libéré, c'est quand même une course plutôt pour grimpeurs. On a eu quand même 2-3 surprises sur ce sprint, on y reviendra. On parlera également de la guerre entre le Dauphiné versus le Tour de Suisse. On parlera également de Jérôme Pinault. Et puis on parlera de Molano, tiens, dans cette vidéo. Donc il y aura pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. Ajoutez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous activez toutes les notifications. Et autant vous dire que sur ce Dauphiné, ça va pas être très régulier sur les 3-4 premiers jours, parce que là je suis encore pas chez moi, mais à partir de demain, je rentre. Donc demain, je pense que la vidéo pour l'étape de mardi, soit ça sera mercredi, soit ça sera mercredi soir, mais on fera la vidéo, l'étape de mardi et l'étape de mercredi en un seul bloc. Tout dépendra de si je suis motivé ou pas. Si je suis pas trop fatigué. Bon, on commence tout de suite cette vidéo avec ce Dauphiné, ce premier sprint. Il y en aura... Enfin, il pourrait y en avoir quelques-uns des sprints sur ce Dauphiné parce que c'est quand même pas le Dauphiné le plus dur de l'histoire. Et puis c'est pas la meilleure liste de départ également qu'on ait eu sur le Dauphiné. Cette année, le Tour de Suisse est largement et sera largement plus disputé que le Tour de France, que le Dauphiné, pardon, pas que le Tour de France. Donc c'est pas la course de l'année avec un plateau assez faible. Et pour ce sprint, on a eu pourtant un sprint assez serré. Je m'attendais à une plus grosse domination de la part de Ethan Etter et surtout de Van Aert. On a vu des outsiders vraiment réussir à se placer et on avait vraiment, je dirais, 6-7 coureurs très proches les uns des autres. Après, il y a aussi une logique pour Etter et Van Aert, surtout Van Aert, il sort de stage. Donc forcément, parfois, quand vous avez fait 2 semaines, 3 semaines de stage et que vous revenez à la compétition, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et puis on est sur le Dauphiné, on est encore à 1 mois, 3 semaines, un mois du Tour de France. C'est-à-dire que les états de forme sont encore loin d'être à leur maximum. Et l'idée sur ce Dauphiné, c'est de voir l'évolution que vont avoir les coureurs pendant la semaine au niveau de leurs conditions physiques. Bon, le match Dauphiné versus Tour de Suisse cette année 2022, c'est à l'avantage du Tour de Suisse. Ce Dauphiné est quand même pas foufou. En termes de liste de départ, on a rarement eu dans certaines équipes des effectifs aussi faibles. Je pense notamment à Ineos qui est venu avec Tao Gegenhardt. Voilà. C'est-à-dire que au niveau montagne, il y aura Gegenhardt, Amador, Kwiatkowski. Et encore, Amador, oui. Bon. Ça dépend quel Amador on a. On a Roglic, qui revient quand même d'une blessure au genou, qui est venu avec la grosse équipe. Jumbo est venu avec la grosse équipe. Mais sinon, on a quand même des effectifs très faibles. Israël, le leader, c'est Chris Froome. Alors, je sais bien qu'il a fait une belle Mercantour classique, Chris Froome, où il finit 11e. De là, le mettre leader sur le Dauphiné, faut quand même pas déconner. Quick Step, là aussi c'est la fête du slip avec Badjoli en leader parce qu'il n'y a personne. Alors il y a un peu Cataneo, on verra en haute montagne ce que ça va donner Cataneo. Mais en fait de vrais leaders qui seront sur le Tour de France performants, on va dire qu'ils peuvent être performants, vous avez Gaudu,
McNulty, Henrik Mas, donc Roglic, Vingegaard, Jack Haig, Caruso. Et puis voilà, parce que bon, Kelderman, vu qu'il a fait le Giro, je pense pas qu'il soit performant sur le Tour. Patrick Conrad, c'est quand même limité aussi. Chez Bike Exchange, oui, bah, c'est aussi limité, hein, haute montagne. Il y a McNulty, pardon, que j'ai oublié. Je ne sais plus si je l'ai dit, McNulty. Padoun, bah, ça dépend quelle marque Padoun on a. Si c'est le marque Padoun de l'année dernière du Dauphiné ou de ce début de saison, c'est pas la même chose. Il y a très peu de leaders cette année sur ce Dauphiné. Et pourquoi? Tout simplement parce que le parcours n'est pas fou. Comme l'année dernière, ça fait depuis 3-4 ans qu'ils font des parcours assez merdiques à Esso sur le Dauphiné. Cette année, à part l'étape 8, c'est là où tout va se jouer, c'est sur l'étape 8, plateau de Solaison. L'étape 7, bah, le problème c'est que la côte de Vaujany, c'est pas très dur, la côte finale. Alors oui, tu as le col de la Croix de Fer et le col du Galibier. L'étape fait 135 km, c'est très court. Mais bon, le col de la Croix de Fer, sur la première partie, c'est pas très dur non plus. Donc, il y a une partie qui est très plate sur le col de la Croix de Fer, c'est long. C'est 29 bornes, 5,2 de moyenne. L'étape de Gap, elle est pas très dure. L'étape de Tizy-les-Bourgs-Chintré, c'est pas très dur. Le contre-la-montre, il est tout plat. Il y a la montée du Sancy. Bon. Mais ça reste une côte de deuxième catégorie et avant, en début de journée, il n'y aura pas eu non plus gros pourcentage. Et l'étape de Saint-Péret, Brive-Charensac, bon, c'est pas non plus l'étape de l'année pour cette étape de lundi. Donc le problème de ce Dauphiné 2022, mais qui était déjà le cas du problème du Dauphiné 2021, c'est qu'il n'est absolument pas représentatif de ce qu'on va avoir sur le Tour de France. Notamment le contre-la-montre. Le contre-la-montre, il fait 30 bornes, il est tout plat. Sauf que le dernier contre-la-montre du Tour de France, il sera vallonné. Il fait 40 bornes, donc 10 bornes de plus, mais surtout il sera vallonné. Et le premier contre-la-montre à Copenhague, il est beaucoup plus court. Donc c'est absolument pas représentatif. Et après, ce sont des étapes vallonnées, mais avec souvent des arrivées sur le plat. Donc c'est pas vraiment ce qu'on aura sur le Tour de France non plus. Il y a une seule très grosse arrivée au sommet. On a 2 montées à plus de 2000 mètres. L'étape 7, on dépassera 2 fois les 2000 mètres. Mais ça manque un peu de difficulté, quoi. Très clairement, c'est pas suffisamment dur. Le kilométrage également des étapes c'est pas très long. On a une seule étape qui est à 197 km, même pas 200. 193 le premier jour, et après on tourne aux alentours de 170. Et sur les étapes de montagne, on est à 135 et 139 km sur le dernier week-end. Donc c'est très court. Les horaires également de départ et d'arrivée des étapes sont très tôt, sur les étapes importantes. Donc c'est pas représentatif également de ce qu'on aura sur le Tour. Sur le Tour, on arrive plutôt à 17h30, 18h. Là, on va plutôt arriver à 15h. Il n'y a rien en fait qui est représentatif et qui permet de bien préparer le Tour de France sur ce parcours. Et puis, donc contrairement au Tour de Suisse qui est beaucoup plus difficile, moi je pense que l'erreur du Dauphiné ces dernières années, c'est d'avoir voulu faire une course d'une semaine. Avant le Dauphiné, ça démarrait le mardi, mercredi, souvent le mercredi, et puis ça se terminait le dimanche. C'était un peu comme le Tour de Romandie. Et maintenant, ils ont voulu faire vraiment une course d'une semaine, sauf que t'as pas assez de difficultés dans la région. Surtout que, autre problème également, ils ont un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut le dire dans ce sens-là, sinon Laurent Wauquiez est énervé si vous disiez Rhône-Alpes. Auvergne. Et le problème, c'est que tu es obligé de passer dans des coins où il n'y a pas beaucoup de difficultés. Par exemple, là, sur le début de semaine, les étapes passent dans des régions où des fois, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Donc, c'est compliqué de trouver des endroits où avoir des arrivées au sommet. Je pense aussi, du côté le Tour de Suisse est bien meilleur en termes de difficulté. Et même, je dirais, la route d'Occitanie, le Tour de Slovénie sont bien meilleurs. Parce que c'est 4 jours, mais beaucoup plus condensés, avec presque plus de difficultés, plus d'étapes difficiles.
Aujourd'hui, le Dauphiné, on est loin du Tour de France en plus en termes de date, c'est-à-dire qu'on est encore à un mois. Donc c'est difficile en termes de préparation de pic de forme. Et puis, tout simplement, le Tour de Suisse est plus compliqué. Donc ça permet de faire des plus gros efforts. Même les meilleurs Français, la plupart ne viennent pas sur ce Dauphiné. Il n'y a que David Gaudu et Warren Barguil. Mais même du côté des Bleus, il y a Ben O'Connor également du côté des Bleus. Mais sinon, on a pris plutôt le Tour de Suisse, même du côté des Bleus, quand on peut aller sur le Tour de Suisse. Donc je pense que le Dauphiné va devoir se remettre un petit peu en question, parce que j'ai peur que dans les années à venir, le Dauphiné, ça devienne comme le Tour de Romandie. Il y a 15 ans, le Tour de Romandie, c'était une course très importante. Aujourd'hui, on a vu le dernier Tour de Romandie, il n'y avait pas grand-chose à dire sur les étapes. J'ai peur que ça devienne la même chose sur le Dauphiné, parce que ça fait quand même plusieurs années où les parcours ne sont pas incroyables et où les listes de départ également ne sont pas incroyables. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, dans ce sprint atypique, je commence avec le Français Hugo Page d'Intermarché Wanty-Gobert, qui est en forme. Hugo Page, coureur qui était dans la Continental Groupama les 2 premières années, qui a fait notamment 5e de l'Étoile d'Or du côté de Dijon en 2021, qui a fait 11e de la Route Tourangelle cette année, 16e du Grand Prix de Denain où il avait attaqué dans les 100 derniers kilomètres, 8e également d'une étape du Tour de Man, de la première étape du Tour de Man, 5e également de l'étape 6 du Tour de Man du côté de Matra-Corniche. Et puis 5e de la classique Loire-Atlantique, voilà, donc il est vraiment en forme, en bonne condition physique. Il a en plus l'avantage d'être dans l'équipe Intermarché, qui est sur une dynamique exceptionnelle, sur le Giro, mais même depuis le début de saison. Et ça doit aider également ce jeune coureur, très grand gabarit. 1m85, on commence à attaquer les beaux bébés, mais des bonnes qualités au sprint, des bonnes qualités également de finisseur. Très bon coureur, tout simplement, qui, je pense, n'a pas réussi à performer plus que ça chez les espoirs, mais 4e quand même des championnats de France U23 du contre-la-montre en 2020. 3e également des 2 premières étapes de la Ronde de l'Isère en 2020. Puis coureur qui avait remporté le chrono des nations chez les juniors en 2019. Et il avait remporté également les championnats de France juniors du contre-la-montre en 2019 également. Donc c'est vraiment un bon rouleur, mais également avec des qualités de contre-la-montre au niveau du contre-la-montre qui sont très intéressantes. C'est vraiment vainqueur de la Bernaudo Junior également, en 2018. Donc vraiment un beau palmarès chez ce coureur français. C'est même surprenant qu'il n'ait pas réussi à performer beaucoup plus que ça chez Groupama. Bon, alors il est arrivé au moment de la Covid, donc pas évident non plus pour un jeune coureur. Il est peut-être arrivé un peu jeune aussi chez Groupama, parce qu'il avait 18 ans. Des fois... Je le dis toujours, mais parfois certains coureurs, tout le monde n'est pas Tadej Pogačar. Certains coureurs ont parfois besoin de temps avant de s'exprimer. Je pense à Buitrago cette année sur le Giro. Il s'est exprimé de manière correcte à 22 ans. Et bien là, je pense qu'Hugo Page, il progresse, il passe un cap. Alors, il ne va pas remporter une étape au sprint sur le Tour de France, mais dans 2-3 ans, sur des plus grosses courses, ça serait intéressant de voir comment il va performer. Il a un contrat encore d'1 an chez Intermarché, mais je trouve que c'est un profil très intéressant. Rouleur, sprinter, avec également des belles qualités d'attaquant. C'est un profil qu'on n'a pas vraiment en France, donc c'est assez intéressant. Et puis là, 4e ici, sur cette étape à Beauchastel. Et puis, il est un peu gêné en plus sur son sprint. Alors, il prend une bonne roue, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture tout de suite, tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il a fini très fort son sprint. Sur les 20 derniers mètres, il est vraiment en survitesse par rapport à beaucoup de ses adversaires. Donc, ça, c'est également très intéressant. Je poursuis avec les plus-moins. Je ne vais pas faire de point JR, juste pour vous rappeler qu'on a -3 sur le point Jean-René Bernaudot. Boisson-Hagen plus-moins, il a sa place, 5e. Voilà. Boisson-Hagen, c'est plus un coureur très
très jeune, bien entendu, c'est plus un pur, enfin, ça n'a jamais été un pur sprinter, mais il a pu le talent de ses 25 ans, Boasson Hagen. Je suis assez surpris quand même, pour tout vous dire, chez Total, qu'on n'ait pas tenté de faire confiance à Sandy Dujardin, qui fait un bon début de saison, le coureur français. Alors peut-être qu'on s'est dit, voilà, c'était peut-être un peu dur, mais c'est vrai que Sandy Dujardin a travaillé pour Boasson Hagen. J'aurais préféré peut-être l'inverse pour voir ce que ça pouvait donner Sandy Dujardin avec un peu plus d'opposition sur ce Dauphiné par rapport à ce qu'il a eu depuis le début de saison. Mais c'est assez intéressant. Quand même, donc plus-moins du côté de cette équipe. Benjamin Thomas, plus-moins également. Il n'a jamais trouvé l'ouverture, Benjamin Thomas, du côté de la Cofidis, donc il n'y avait pas... Voilà, il était bien placé, il était dans le bon groupe. Bon, dans l'emballage final, il n'y avait pas l'ouverture. Je pense qu'à un moment, chez Cofidis, ils ont monté un peu trop tôt le peloton. Là, vu qu'il y avait un peu moins de monde qu'à un sprint massif, je pense que tu pouvais attendre un peu plus longtemps. Il y a un moment, il remonte sur la droite. Je ne sais plus, on était à 3 ou 4 km de l'arrivée. Je pense qu'à ce moment-là, il mange un peu devant Benjamin Thomas. Et sur la fin du sprint, bah oui, il est en deuxième épaisseur, donc pas de possibilité de trouver l'ouverture. Surtout que devant, il y avait une ligne complète de sprinters. Venturini 7e. Là aussi, il a sa place, hein, Venturini. C'est pas... Il manque un peu de sprinter chez AG2R. On sait qu'AG2R est sur les rangs pour trouver un sprinter de classe mondiale. C'est ce qui leur manque un petit peu parce que bon, ils ont des bons grimpeurs comme Ben O'Connor, des belles pépites françaises, gérées comme Paré-Peintre et Champoussin, des bons coureurs de classique, même si pour le moment ils n'ont pas réussi à vraiment performer. Il leur manque un sprinter. Marc Sarrault aurait dû être cette carte-là, sauf que Marc Sarrault, depuis sa chute, n'a pas vraiment retrouvé l'entièreté de sa condition physique. Je rappelle qu'il était dans la chute Jacobsen au Tour de Pologne. Donc voilà, c'est plus vraiment le grand Marc Sarrault qu'on a connu chez Groupama. Voilà, il leur manque un sprinter. C'est dommage, ils auraient pu se placer sur Paul Penwet, mais du côté de chez Groupama, on l'a fait signer de la Conti à l'équipe 1. Voilà, chez 2R, il leur manque un pur sprinter de classe mondiale. Donc ils sont à la recherche de ça sur le marché des transferts en ce moment. On passe au bonnet d'âne du jour, c'est Luca Mozzato du côté des Bleus. Bon Mozzato, aujourd'hui il doit être dans le premier groupe Mozzato. Moi je comprends pas comment Mozzato il se retrouve dans le groupe à 2 minutes 36. Normalement Mozzato c'est quand même un sprinter qui passe un peu les bosses. Là c'était pas très difficile. La montée finale n'était pas non plus infaisable. Le col, la côte du Chambon du Bavas, c'était pas infaisable, c'était 4,9 km à 5%. En plus, il y avait un replat dans cette bosse, donc c'était pas très difficile. Il y avait pas de le kilomètre le plus dur était à 6,2%, donc c'est pas non plus infaisable. Bon, voilà, du côté de Mozzato, normalement, il doit passer ce genre de bosse, mais bon. Du côté de BNB Hotel, c'est pas comme si l'ambiance était au beau fixe, avec notamment un manager d'équipe, Jérôme Pinault, très critique envers sa formation, où il a dit si je pouvais, je rachèterais le contrat de certains coureurs pour qu'ils partent. Ça a été dit dans la presse. Alors, techniquement, un mail qui ne devait pas sortir dans la presse, mais comme par hasard, il sort dans Ouest France, le journal breton. Donc ça devait sortir dans la presse. Et puis surtout, moi je me dis chez BNB Hotel, donc on met tout sur le dos des coureurs. Tout sur le dos des coureurs, c'est un peu facile quand même à certains moments. Quand tu vois les directeurs sportifs, les assistants sportifs de cette équipe, et à un moment tu te dis que c'est quand même pas des champions du monde en puissance, quoi. C'est pas des mecs c'est des mecs qui ont été virés la plupart du temps des équipes. C'est-à-dire, faut le dire, Didier Rousse, chez Cofidis, on était bien content qu'il parte. Jimmy Engoulevent, chez Europcar, on n'a pas pleuré quand il est parti.
Et pourtant, c'était pas à l'époque où Europcar, Total Energy était au meilleur de sa forme. Et puis après, ce sont des directeurs sportifs qui sont dans leurs premières années. Forcément, c'est compliqué. Turgis, Dumoulin, ils sont encore très jeunes. Mais ça manque je pense, d'un staff de qualité. Je pense que c'est l'un des problèmes chez BNB Hotel. Et puis, bon, tu te plains des coureurs, mais c'est quand même Jérôme Pinault qui les recrute. Et puis, je peux te dire, c'est Jérôme Pinault qui recrute. C'est lui qui s'occupe, c'est le seul à s'occuper du recrutement dans l'équipe. S'il n'a pas pris des bons coureurs, c'est à lui de faire son autocritique. Si il n'y a pas assez de surveillance des coureurs, il dit les coureurs s'entraînent pas assez à la maison. C'est à eux, c'est aux entraîneurs de surveiller les coureurs aussi de temps en temps, de voir ce qu'ils font. Il y a un moment, les coureurs, ils ont certes un programme d'entraînement qui normalement doit être acté, mais s'il n'y a pas de contrôle derrière, forcément au bout d'un moment c'est la fête du slip. Et puis le problème aussi, je pense, chez BNB Hotel, on parle quand même d'un gros problème de matériel. J'ai vu sur les réseaux sociaux, alors je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'était quand même des données qui étaient notamment Matos Vélo sur Twitter, qui a marqué le vélo pèse 7,4 kg dans sa configuration la plus légère, le vélo KTM. 7,4 kg quand le mini c'est 6,8 kg. Les 600 grammes d'écart en montagne, ça se ressent. Ça veut dire également qu'en vélo aéro, c'est un vélo qui doit être à 7 kg. 1,2 kg de plus que la limite, et je dirais bien 800 grammes de plus que ce que sont capables de faire les meilleurs. Forcément, tu ne peux pas être performant avec du matériel comme ça. C'est peut-être là aussi le problème de BNB. Le problème, c'est peut-être aussi un souci de budget. C'est une équipe qui n'a pas le plus gros budget du monde non plus, BNB Hotel. Et au bout d'un moment, en deuxième division, il faut trouver des gros budgets. Total doit être à 10 millions, eux doivent être à 6, 5 ou 7 aujourd'hui BNB. Les 3 millions, ça se ressent aussi dans l'effectif. Alors certes, l'argent ne fait pas tout, mais quand tu cumules un problème de staff, un problème de matériel, des coureurs qui sont peut-être pas les meilleurs au monde, des attentes peut-être trop élevées, tu arrives à une catastrophe, et puis un manager qui ne sait pas communiquer. Voilà. C'est un peu la catastrophe chez BNB Hotel en ce moment, et je suis pas sûr que ça s'améliore dans les semaines à venir. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Wout van Aert. Il faisait partie des 2 favoris pour cette étape. C'était peut-être même l'archi-favori, Wout van Aert. On vous rappelle pas quand même son palmarès. Il a seulement 15 jours de course, Van Aert. Ce qui est assez dingue parce que c'est pas beaucoup. Dans ces 15 jours de course, à part sur Paris-Nice où il fait 98e et 62e, donc on enlève ces 2 jours de course-là, on va dire, son pire résultat c'est 12e de Gand-Wevelgem. En sachant que, donc, il a fait une étape du Dauphiné, 3e de Liège-Bastogne-Liège, 2e de Paris-Roubaix, 1er du GPE 3, 8e de Milan-San Remo, 1er du Omloop Ethnius-Blad. Ça donne quand même des regrets par rapport à Paris-Roubaix et le Tour des Flandres où il était absent pour cause de Covid. Mais son début de saison quand même à Van Aert est assez exceptionnel. Aujourd'hui, sur cette étape 1, c'était quand même une étape qui lui convenait. Sur ce Dauphiné, il y en a quand même quelques-unes qui lui conviennent des étapes aux coureurs belges. En plus, lancé par Ethan Etter, avec un Christophe Laporte qui a fait un énorme travail pour rattraper Cavagna également. Forcément, ça aurait été presque un bon Edan si ce n'était pas imposé aujourd'hui quand même, Van Aert. Voilà. Et en plus, il est aidé par Ethan Etter. Voilà. C'était presque trop facile sur cette étape-là. Van Aert, il est en forme. Il est en forme. Malgré tout, pas encore au top de sa forme, parce que quand vous regardez son sprint, malgré le fait qu'il est aidé par Ethan Etter, il ne met pas un vélo à tout le monde. C'est très serré, ce sprint. Et surtout que derrière, c'était quand même pas des coureurs, des purs sprinters. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Il a quand même le Tour de France au mois de juillet. Il a quand même 2 autres objectifs également, les classiques canadiennes, qui devraient revenir au calendrier
au mois de septembre. Ces classiques canadiennes qui n'ont pas eu lieu depuis la Covid. Hein. Donc ça fait quand même depuis 2 ans qu'on attend le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal. On poursuit avec Sean Quinn, 3e de l'étape. Bah voilà, je parlais de coureurs un peu comme Hugo Page, qui sont des jeunes coureurs. Alors lui, Sean Quinn, il a commencé chez Hagens Berman Axeon, donc qui est l'équipe de Axel Merckx, qui est une équipe vraiment de qualité, qui fait vraiment du bon boulot, Axel Merckx, pour dénicher des jeunes pépites. Par exemple, en 2019, si on regarde qui y avait dans l'effectif de cette équipe, tu avais notamment Michael Berg, Joao Almeida, Yann Garrison, qui est quand même pas un mauvais coureur non plus. Il a toujours au moins une ou deux pépites. Là, en 2021, il y avait donc Sean Quinn qui était dans l'effectif. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il arrive toujours à trouver des bons coureurs. En 2015, par exemple, il y avait Will Barta, il y avait Tao Gegenhardt, il y avait Ruben Guerrero. Voilà, c'est un effectif qui a toujours qui a toujours eu des bons coureurs. Et là, c'est vrai que lui, il est très bon, Sean Quinn, parce que il a 22 ans, donc première année en World Tour. Je vais quand même si en 2020, il s'était entraîné avec De Koninck pendant une moitié de saison, il n'avait pas été conservé par De Koninck. Oui, il n'avait pas couru, hein, même dans l'équipe 1 quasiment, avec De Koninck. Quand même, parmi les résultats, il y a une 8e place sur la première étape du circuit de la Sarthe. 38e du chrono de l'UAE Tour. 8e et 6e des 2 dernières étapes du Tour des Alpes. 5e de la 2e étape du Tour de Romandie. 15e du prologue de ce Tour de Romandie. C'est pas mal quand même, Sean Quinn, à 22 ans. Plutôt des talents de grimpeur. Là, aujourd'hui, il fait 3e sur un sprint. C'est-à-dire qu'il a également des talents peut-être de puncher, ce coureur-là. C'est très intéressant. 8e du Tour de Wallonie en 2021, au général. Et oui, 6e du classement des jeunes du Tour de l'Ain. Vainqueur du classement des jeunes du Tour de l'Algarve aussi. Donc c'est très très intéressant ce qu'il fait Sean Quinn. C'est un coureur prometteur, encore jeune, donc il va falloir un petit peu attendre avant qu'il arrive à son plein potentiel. Mais il a vraiment des très bonnes qualités, hein, quand on regarde, même chez les juniors, il a eu des bons résultats, que ce soit sur le chrono ou sur la course en ligne également. Donc c'est intéressant de voir ce que ça donne Sean Quinn. Et puis pour EF, cette 3e place, alors vous allez me dire, ça fait pas beaucoup de points. Ça fait 10 points UCI. Quand on n'est pas sur une bonne dynamique, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, belle performance de la part de Sean Quinn. Et puis je termine avec Ethan Hayter. Dommage chez Ineos parce qu'on avait bien la course en main, mais on était devant trop tôt. Et ce qui fait qu'Ethan Hayter, il a dû lancer son sprint un peu tôt et il a servi de poisson pilote à Van Aert. Mais du côté d'Ethan Hayter, je pense que les jambes sont pas mal pour le coureur britannique qui a fait un bon tour de Norvège comme que je retrouve qui était sur le tour et comme Evenepoel, j'ai oublié son nom, dis donc, qui a fait également un bon tour de Norvège, parce que alors je l'ai suivi de loin le tour de Norvège, hein, pour tout vous dire, mais il a fait un bon tour de Norvège, Coco, donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner dans les jours à venir pour Ethan Hayter, surtout que le Dauphiné est quand même un objectif majeur. Ça m'étonnerait qu'il soit sur le Tour de France, cet Hayter, surtout vu comment on le protège depuis son début de carrière. Mais pour, on va dire, être en confiance sur la deuxième partie de saison, ça peut être pas mal. Lui qui a remporté 2 étapes sur le Tour de Romandie, mais qui a eu un Tour de Romandie assez inégal. Remporté une victoire d'étape également sur la semaine internationale Copier et Bartali. Voilà, le début de saison n'est pas parfait de la part de Ethan Hayter, mais il était quand même déjà bon. Et là, on rentre dans la deuxième partie de saison. Et c'est bien de la lancer de cette manière, même si voilà, il a fait un sprint un peu long. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Emmanuel Arviti. Bon, c'est un peu con d'abandonner de cette manière.
Il est tombé lors du départ fictif de la première étape, c'est-à-dire que, bon, on peut même pas vraiment dire qu'il a participé à ce Dauphiné. C'est un peu con, quoi. C'est le genre de chute un peu bête. Ça devrait pas arriver, surtout quand on a 38 ans, qu'on a plus de 15 ans de carrière. C'est un peu con en plus que quand ça vous arrive, que vous êtes peut-être dans votre dernière année chez les professionnels. Parce qu'Emmanuel Herviti a 38 ans. Pour l'instant, pas de contrat renouvelé chez Movistar. On sent que chez Movistar, quand même, on arrive sur une fin de cycle. Tomber de cette manière, c'est un peu bébête. Voilà. C'est un peu con pour le coureur espagnol. Surtout avant le Tour de France, parce que s'il s'est fait un poignet, s'il s'est fait une clavicule, tu as 3 semaines de convalescence, c'est-à-dire que pour le Tour, c'est mort. Donc déjà, tu es sur une course de préparation du Tour de France. J'ai envie de dire qu'il faut toujours éviter de tomber dans ce type de course. Et en plus, tu tombes dans le fictif. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à sauver pour la journée d'Emmanuel Herviti. Je continue avec Molano, un peu comme Mozzato, parallèle avec les noms qui commencent par Mo. Normalement, il doit passer la montée finale. Molano, il doit réussir à passer cette montée-là, c'est incompréhensible. Molano qui fait quand même pas une grande saison. Alors, il est lui aussi en fin de contrat avec UAE, mais il fait quand même pas une grande année. Meilleur résultat pour l'instant, 2e au Trofeo Playa de Palma, 2e également d'une étape du Tour de la Communauté de Valence, 5e de la Classica de Almeria. Il y a pas mal de places d'honneur. Vainqueur, sur la dernière étape des boucles de la Mayenne à Laval, que je n'ai pas suivi. J'ai des courses comme ça à rattraper, boucle de la Mayenne, Tour de Norvège, il faut que je les rattrape sur le site de la chaîne Équipe. Mais du côté de Molano, à un moment, il faut se remettre en question, quoi. C'est quand même un mec qui, sur les années précédentes, était bon grimpeur. Il remporte 2 étapes sur le Tour de Sicile en 2021. C'est quand même pas la course la plus plate au monde. Bon, là, c'est quand même pas top, quoi. Son début de saison est vraiment pas exceptionnel. Je trouve quand même que dès qu'il y a un peu d'opposition face à Molano, dès qu'on arrive sur des épreuves World Tour, c'est quand même pas foufou le palmarès de Molano sur les World Tour. Ce qui est con, parce que c'est un coureur qui est, on le dit, qui était hyper prometteur. Il a quand même 27 ans maintenant. C'est un bon sprinter, mais dès qu'il y a un peu d'opposition, j'ai l'impression qu'il disparaît complètement. Et là, dans la montée finale, normalement, il doit passer. C'est pas normal qu'il ne passe pas. Et puis je termine avec Groenewegen. Alors, Groenewegen, on s'attendait à ce qu'il ne passe pas. Mais je suis assez surpris de le voir aller sur cette course, sur le Dauphiné. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu en manque de jours de course ? Mais il va enchaîner quand même pas mal de jours de course entre mi-mai et le Tour de France. Tour de Hongrie, donc ce qui a représenté 5 jours de course, dont une victoire sur l'étape 4. Vellendal Classic qu'il a remporté, Rune Uncol où laquelle il a fini 4e. Techniquement, 8 jours de course sur le Dauphiné qui vont être éprouvants. Il va enchaîner avec le Tour de Slovénie derrière, donc c'est 4 ou 5 jours, le Tour de Slovénie, pour ensuite arriver sur le Tour de France. Et j'ai un peu peur qu'il finisse cravasse quand même, Groenewegen, parce que je trouve que ça fait beaucoup de jours de course sur une période très courte. J'ai peur que ça fasse comme Miguel André Lopez l'année dernière avant le Tour de France, où il avait enchaîné pas mal de jours de course vu qu'il avait commencé début avril. Il avait enchaîné pas mal de jours de course et sur le Tour de France, il était arrivé fatigué. J'ai peur que ça fasse la même chose du côté de Dylan Groenewegen. Donc je suis un peu inquiet pour le coureur néerlandais. Après qu'il passe pas sur la première étape du Dauphiné, bon, c'est pas un grimpeur, Groenewegen. C'est un très bon sprinter, mais bon, dès qu'il y a un pont d'autoroute, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas le meilleur grimpeur au monde. Voilà, c'est dommage. Et puis ça montre aussi que chez Bike Exchange, je comprends pas pourquoi on n'a pas pris Michael Matthews sur le Dauphiné. Alors peut-être qu'il fait le Tour de Suisse, Michael Matthews. Je n'ai pas regardé la start list du Tour de Suisse, mais assez surpris de cette équipe
Au Tour de Groenewegen, quand on sait qu'il y a beaucoup d'arrivées avec des bosses quand même dans le final, c'est quand même pas le profil de coureur le plus à l'aise sur ce type de parcours. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Débrief de l'étape 2, je pense ce soir, mais il sera assez court ce débrief. Il n'y aura peut-être même pas de montage pour que voilà, il arrive le plus vite possible. Et puis débrief de l'étape 3, donc certainement mercredi dans la journée. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.